2 heures avant mon voyage à l'étranger, alors que je pliais mes derniers vêtements sur le lit, j'ai vu le téléphone de mon mari vibrer sur la table de nuit. L'écran s'est allumé tout seul avec la notification. Ce n'était pas pour moi. Je n'aurais pas dû la lire, mais je l'ai fait. Le message de ma belle-fille était « On ne peut plus clair pour mes yeux fatigués. Quand la vieille part, préviens-moi. » J'ai senti l'air quitter mes poumons. Mes mains sont devenues froides. Pendant une seconde, le monde est devenu silencieux. La vieille, c'était moi. Ce mot a tranché mes 64 ans comme un fil d'acier. Ma propre belle-fille, parlant de moi comme si j'étais un objet à déplacer, à écarter du chemin. Mon mari, Marc, est entré dans la chambre juste après, souriant, comme si de rien n'était. Il m'a demandé si j'avais mon passeport, s'il devait m'emmener à l'aéroport plus tard. Je l'ai serré dans mes bras, une étreinte trop longue, trop fausse. J'ai senti son cœur battre calmement contre le mien, comme s'il cachait quelque chose de monstrueux dans une poitrine ordinaire. Je lui ai embrassé la joue, j'ai déguisé ma voix tremblante et j'ai dit que j'avais besoin de prendre une douche avant de partir. Il a souri et a quitté la pièce. C'est à ce moment-là que j'ai pris la décision qui m'a sauvé la vie. J'ai attendu quelques secondes, j'ai fermé la porte avec précaution et je me suis glissée dans l'armoire en poussant les vêtements, en écrasant mon corps entre de vieilles robes, des boîtes et l'odeur étouffante de naphtaline. Mon cœur battait si fort que j'étais sûre qu'il pouvait l'entendre. Je suis restée là, immobile, dans le noir, le souffle court, à attendre. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu des pas. La porte de la chambre s'est ouverte et j'ai compris que mon voyage n'était en réalité jamais censé avoir lieu. Mais avant de continuer, je veux vous faire une invitation spéciale. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur le bouton « J'aime ». Cela m'aide à savoir que vous me soutenez et que vous appréciez mes histoires. Et commentez ci-dessous avec la ville d'où vous me regardez. Maintenant, continuons. Depuis l'obscurité de l'armoire, j'ai vu l'entrebâillement de la porte s'ouvrir à nouveau. J'ai reconnu les pas de mon mari. Puis, un autre son, plus léger, plus pressé, ceux de ma belle-fille, Sophie. Mon estomac s'est noué. Je ne voyais que des ombres découpées par la faible lumière de la lampe de chevet. « Elle est déjà partie ?» a-t-elle demandé d'une voix basse, nerveuse. « Pas encore, mais elle fait ses adieux à ses valises, » a-t-il répondu. « Dans une demi-heure, au plus, elle sera partie. » Mon sang s'est glacé. Il parlait de moi comme d'un colis qu'il fallait retirer de la maison. Elle s'est approchée du lit. J'ai senti le matelas s'affaisser légèrement. Depuis l'obscurité où j'étais, je ne voyais que ses pieds, le talon fin de sa chaussure touchant le tapis comme une aiguille. « On ne peut pas se rater maintenant, » a-t-elle dit. « Tout est prêt ?» « Ça l'est. Dès qu'elle partira, je te préviendrai. Tu entres après. Personne ne se doutera de rien. » « Et l'argent ?» « Tout est organisé. La procuration, les comptes, les documents. Elle me fait confiance pour tout. » Quand il a prononcé le mot « confiance », quelque chose en moi s'est brisé pour de bon. Mes mains ont commencé à transpirer. J'ai senti l'obscurité se refermer, l'air se raréfier, mes genoux me faire mal, mais je ne pouvais pas bouger. Le moindre bruit me trahirait. « Et si elle change d'avis pour le voyage ?» a demandé Sophie. « Elle ne le fera pas ?» a-t-il répondu avec assurance. Elle rêve de ce voyage depuis des années. Elle a toujours été trop prévisible. Prévisible. Le mot a résonné comme un verdict. Oui, j'avais toujours été prévisible. J'avais toujours fait confiance. J'avais toujours cru en mon mari, en mon fils, en ma belle-fille. J'étais toujours le fondement silencieux de la famille. Maintenant, cette même prévisibilité était utilisée contre moi. Ils sont restés silencieux pendant quelques minutes. Je n'entendais que leur respiration et le bourdonnement lointain d'une voiture passant dans la rue. Puis j'ai entendu le bruit d'un sac à main qu'on ouvre. « C'est ici », a-t-elle dit. « Ce que tu as demandé. » J'ai entendu le cliquetis reconnaissable de petites fioles. « Tu n'as pas besoin de tout ça », a-t-il murmuré. « Si, il le faut. »« Je ne veux aucune marge d'erreur », a-t-elle répondu froidement. « Une fois la vieille hors de notre chemin, il ne pourra y avoir de retour en arrière. »
J'ai eu envie de vomir. L'expression « hors de notre chemin » sonnait bien trop définitive. Il ne s'agissait pas seulement d'argent, il y avait quelque chose de plus sombre dans cette conversation. « Tu es sûre de ce que tu fais ?» a demandé mon mari dans un rare moment d'hésitation. Elle a ri, d'un rire sans joie. Trop tard pour les doutes, je l'ai entendue se relever. « Préviens-moi dès qu'elle sera vraiment partie. Je serai dans le coin. » Ses pas se sont éloignés. La porte de la chambre s'est ouverte et refermée. Le silence est revenu, lourd, presque solide. Mon mari est resté là quelques secondes de plus, puis il est parti aussi. Je suis restée blottie dans l'armoire pendant de longues minutes. Mes jambes étaient engourdies. Mon dos me faisait mal. Mon cœur avait l'impression qu'il allait bondir hors de ma poitrine. Je n'ai réussi à sortir que lorsque j'ai été sûre d'être seule. J'ai titubé jusqu'au lit et je me suis assise. Mes mains tremblaient tellement que j'ai à peine pu sortir mon téléphone de mon sac. Ce n'était pas une simple infidélité conjugale. Ce n'était pas seulement une liaison avec ma belle-fille. C'était un plan qui impliquait mon absence, peut-être ma ruine, ou pire. J'ai regardé la pièce avec de nouveaux yeux. Les valises ouvertes sur le lit semblaient maintenant faire partie d'une mise en scène cruelle. Le voyage que j'attendais, que je planifiais depuis des mois, était devenu l'alibi parfait pour eux. Puis j'ai réalisé quelque chose qui m'a fait frissonner. Le message de ma belle-fille ne disait pas quand elle part, mais quand la vieille part. Il ne s'agissait pas que j'aille à l'aéroport. Il s'agissait que je quitte leur vie. J'ai pris une profonde inspiration. Si j'étais simplement partie ce soir-là, je n'aurais rien su. Et peut-être que je n'aurais plus jamais rien su. J'ai repris délicatement le téléphone de mon mari. J'ai ouvert ses messages. Il y avait de nombreux échanges récents entre eux. Des petits noms, des rires, des rendez-vous. Ce n'était pas juste une liaison cachée. Ils étaient ensemble depuis longtemps. J'ai trouvé un message qui m'a glacé encore plus. Les documents sont prêts. Dès qu'elle voyagera, on réglera tout. Régler tout. Quel tout? J'ai fermé les yeux un instant. Des images du passé ont défilé dans mon esprit. Moi, travaillant sans relâche, aidant à payer les études de notre fils, soutenant leur mariage, accueillant ma belle-fille dans ma propre maison quand ils en avaient besoin. Combien de fois avais-je servi cette jeune femme à ma table? Combien de fois lui avais-je fait confiance comme si elle était ma propre fille? Maintenant, il était clair que je n'étais plus qu'un obstacle. J'ai de nouveau entendu des pas dans le couloir. Mon mari a appelé. « Chérie, tu es prête. » Ma voix est à peine sortie. Je termine. « Je sors juste faire une course rapide au magasin, » a-t-il dit. « Je t'attends pour qu'on aille à l'aéroport après. » Le magasin. Je savais qu'il allait l'alerter. Dès que j'ai entendu la porte d'entrée se fermer, mes jambes ont flanché. Je me suis assise par terre dans la chambre, ressentant un mélange de panique, de honte et de lucidité. Tout prenait sens maintenant. Les regards échangés, les conversations qui s'arrêtaient quand j'entrais, les sourires forcés. Je devais agir, mais je devais agir en silence. Je me suis levée, j'ai fermé ma valise, mais pas pour voyager. J'ai sorti mon passeport, caché mes documents importants dans mon sac à main, pris de l'argent liquide, des cartes et le téléphone de secours que j'utilisais rarement. Je ne savais pas encore exactement ce que j'allais faire. Je ne savais qu'une chose. Je ne quitterais pas la maison ce jour-là et il ne devrait jamais le savoir. Je suis retournée près de l'armoire et je suis restée là, à l'affût, attendant le prochain coup dans ce jeu sale que je venais de découvrir. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu le téléphone de mon mari vibrer à l'extérieur. La vibration était accompagnée du son de notification que je n'oublierai jamais. Quand la vieille part, préviens-moi. Maintenant, il allait répondre. Et mon enfer commençait officiellement. Je suis retournée à l'intérieur de l'armoire, le cœur battant, sentant l'odeur de renfermer des vieux vêtements mêlés à ma propre peur. Mon corps tremblait encore, mais maintenant il y avait quelque chose de nouveau qui me parcourait. Un soupçon aigu, vivant, électrique. Je n'étais plus seulement une femme trompée. J'étais une femme qui venait d'échapper instinctivement à un plan que je ne comprenais même pas encore entièrement. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu le portail s'ouvrir à nouveau. Mon mari était de retour plus tôt que prévu.
Le bruit de ses pas a traversé le couloir, s'est approché de la chambre, puis la porte s'est ouverte. À travers la fente étroite entre les vêtements, je ne pouvais voir que des fragments de la scène, comme si je regardais tout à travers une cicatrice dans le monde. Il est entré précipitamment, parlant au téléphone à voix basse. « J'ai donné le signal », a-t-il murmuré. « Elle se prépare encore ? » ?»« Oui. Elle partira dans quelques minutes. » Mon estomac s'est serré. Il a raccroché et a commencé à faire les 100 pas. Il s'est passé les mains dans les cheveux, s'est assis sur le bord du lit, puis s'est relevé. Il semblait nerveux mais pas regrettant. Et puis la porte s'est à nouveau ouverte. L'odeur de son parfum est entrée dans la pièce avant le son. Un parfum trop sucré, trop lourd, le même qu'elle portait au déjeuner du dimanche, le même que j'avais complimenté tant de fois, sans jamais imaginer que ce parfum ferait aussi partie de ma ruine. Elle est entrée sans cérémonie. « Elle est partie ?» a-t-elle demandé. « Pas encore » a-t-il répondu. « Presque. » Elle a fermé la porte derrière elle et s'est approchée du lit, s'asseyant à côté de lui comme quelqu'un qui se sentait déjà propriétaire de l'espace. « Il faut accélérer ça » a-t-elle dit. « Je ne peux pas attendre éternellement. »« Je sais, je sais. » Il a soupiré. « Mais tout doit paraître naturel. » Elle a ri. Un rire court, sans joie. « Naturel ? Après tout ce qu'on a déjà fait, tu t'inquiètes encore de ça ?» Il n'a pas répondu. Je ne pouvais voir que des parties de leur corps, leurs mains, leurs pieds, les contours de leur visage découpés par la pénombre. Mais j'entendais chaque mot avec une clarté qui me faisait mal aux os. « L'avocat nous attendra demain », a-t-elle dit. « Dès qu'elle sera hors du pays, on lance la procédure. Vente de la maison, accès au compte, tout. Et si quelqu'un se doute de quelque chose ?» a-t-il demandé. « Personne ne se doutera de rien », a-t-elle répondu froidement. « La famille pense qu'elle voyage, les voisins aussi. Et le temps qu'ils aient de ces nouvelles, il sera trop tard. » Mon sang s'est transformé en glace dans mes veines. « Trop tard pourquoi ?» a-t-il murmuré. Il y eut un silence court, dense, plein de non-dits. « Pour qu'elle revienne », a répondu ma belle-fille. La pièce semblait tourner autour de moi. Elle a ouvert son sac et en a sorti quelque chose de petit, de métallique, un étui, le même genre d'étui que j'avais vu des années auparavant quand elle travaillait dans un domaine lié à la santé. Elle l'a ouvert avec soin. « Tout est là », a-t-elle dit. « On ne peut pas échouer. »« Tu vas trop loin », a-t-il chuchoté, presque suppliant. « Trop loin, c'est être pauvre toute sa vie », a-t-elle rétorqué sèchement. « Trop loin, c'est attendre une mort qui aura peut-être besoin d'un petit coup de pouce. » La phrase est sortie trop nette, trop directe. Ma vision s'est obscurcie une seconde. J'ai dû me mordre le bras pour ne pas gémir là-dedans. « Tu es sûr que ça ressemblera à un accident ?» a-t-il demandé. « Absolument », a-t-elle répondu. « En quelques jours, au plus. Quelques jours. » Mon cœur battait si fort que j'étais sûre qu'il pouvait l'entendre. Elle s'est levée, a fait le tour de la pièce, a touché quelques objets sur la commode, comme si elle répétait déjà sa prise de possession de l'espace. « Tu as décidé ce que tu allais dire quand ils appelleront pour demander de ses nouvelles ?» a-t-elle demandé. « Qu'elle a prolongé son voyage ?» a-t-il répondu. « Qu'elle a décidé de rester un peu plus longtemps à l'étranger. »« Parfait. » Elle a souri. « Ça a toujours été facile de t'utiliser. » Il n'a pas réagi. Je n'avais jamais vu mon mari comme ça. Soumis, petit. Un homme que j'avais cru pendant des années être mon partenaire n'était plus qu'un complice nerveux. « Et si elle change d'avis et ne voyage pas aujourd'hui ?» a-t-il risqué. Elle s'est arrêtée une seconde. Alors on improvise. Improviser. Ce mot m'a traversée comme une menace pure. Elle s'est approchée de lui a passé une main sur le visage dans un geste intime qui m'a brûlé les yeux de l'intérieur. « Tu as promis », a-t-elle dit. « Tu as promis que tu irais jusqu'au bout cette fois. » Il a baissé la tête. « Je sais. » « Alors ne faiblis pas maintenant. » Ils se sont embrassés. Là, à l'intérieur de cette armoire, serrée entre des vêtements qui ne signifiaient plus rien, j'ai assisté à l'effondrement final de ma vie. Ce n'était pas seulement la trahison d'un mari, c'était la trahison d'une famille, une conspiration, le début de quelque chose qu'il considérait déjà comme terminé. « J'attendrai dehors », a-t-elle dit. « Préviens-moi dès qu'elle partira. Je le ferai. »
Elle a ouvert la porte. Avant de partir, elle s'est tournée vers lui et a dit quelque chose qui résonne encore en moi aujourd'hui. La vieille ne peut pas se mettre en travers de nos plans. La porte s'est refermée. Mon mari est resté seul dans la pièce, respirant profondément, se passant les mains sur le visage, comme quelqu'un qui essaie de se convaincre de quelque chose d'irréversible. J'ai vu son dos, la même posture que j'avais connue pendant des décennies. Seulement maintenant je savais. Cet homme n'existait plus pour moi. Il a sorti son téléphone, a tapé rapidement et l'a mis dans sa poche. J'ai su à cet instant que le message pour elle avait été envoyé. Elle est toujours là, ai-je pensé. Mais il croyait que je partirais. Je suis restée dans le noir quelques minutes de plus, paralysée, attendant qu'il parte. Quand j'ai finalement entendu ses pas s'éloigner et la porte de la chambre se fermer, je me suis glissée hors de l'armoire, comme quelqu'un qui naît de nouveau, faible, tremblante, mais vivante. Je me suis regardée dans le miroir. Mon visage ressemblait à celui d'une autre femme, pâle, vieillie de 5 ans en quelques minutes. Maintenant, j'en étais sûre, ils n'étaient pas seulement intéressés par mon argent. Ils étaient prêts à m'effacer. Mon mari croyait que je voyagerais. Ma belle-fille croyait que dans quelques jours, je cesserais d'exister pour toujours. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'étais là, cachée, respirant, entendant tout, et pour la première fois, comprenant que peut-être la valise que j'avais préparée des heures auparavant n'était pas pour un voyage, mais pour une fuite, ou pour une guerre. Je me suis assise sur le bord du lit, avec des jambes faibles, retenant mes larmes pour ne pas faire de bruit. Je devais réfléchir, je devais agir, je devais survivre, parce que maintenant j'en avais trop vu, et ceux qui en voient trop, soit ils meurent, soit ils se battent. Je suis restée assise sur le bord du lit pendant de longues minutes, après que la porte de la chambre se soit refermée derrière lui. Le silence qui restait n'était pas la paix. C'était un vide, un trou béant dans ma poitrine. Je ne tremblais plus seulement de peur, mais d'une sorte de douleur qui n'a pas de nom, celle qui naît quand toute votre mémoire doit être réexaminée sous une nouvelle lumière. L'homme que j'ai épousé n'existait pas. Cette pensée martelait dans ma tête alors que je regardais les valises faites. Chaque vêtement plié semblait une ironie cruelle. J'avais passé ma vie à me préparer à prendre soin, à partager, à soutenir une famille, et soudain je réalisais que j'avais tout construit sur une fausse fondation. J'ai rencontré mon mari quand j'avais 26 ans. J'étais couturière, il était commercial. Il est entré dans ma vie avec un sourire facile, des promesses simples, une manière d'être qui semblait vouloir construire quelque chose de réel. Nous ne nous sommes pas fréquentés longtemps. Il était gentil, attentif, protecteur. Ce n'était pas un homme de grandes déclarations, mais il semblait stable. Et à l'époque, c'est tout ce que je cherchais. La stabilité. Nous nous sommes mariés rapidement, avons loué une petite maison propre. Nous avons tout construit lentement. Je travaillais de longues heures. Il voyageait beaucoup. Quand notre fils, Julien, est né, j'ai pleuré de fatigue et de joie en même temps. Il a tenu le bébé dans ses bras et a juré que nous ne manquerions jamais de rien. Pendant de nombreuses années, cela a semblé vrai. Je m'occupais de la maison, de notre fils, des factures, de la nourriture. Il rapportait l'argent, prenait les plus grandes décisions, s'occupait des questions bancaires, des documents, des investissements. Je lui ai toujours fait confiance. Je ne me suis jamais beaucoup intéressée aux finances. J'ai toujours pensé que nous avions chacun notre rôle, et le mien était de faire confiance. Avec le temps, j'ai commencé à remarquer de petites fissures. Rien de trop visible. Il est devenu plus distant, plus renfermé. Certains voyages duraient plus longtemps que prévu. Des appels téléphoniques répondus dans le jardin, mais je n'ai jamais été une femme soupçonneuse. J'ai toujours préféré croire les versions qui préservèrent ma paix. Quand notre fils a grandi, il est devenu un jeune homme travailleur et honnête. J'étais fière de lui. Et quand il a présenté sa future femme, je l'ai accueillie comme une fille. Jeune, jolie, apparemment fragile. Elle venait d'une famille brisée, pleine de besoins. Je me suis vue en elle. C'est peut-être pour cela que j'ai ouvert mon cœur si grand. J'ai aidé pour le mariage, je leur ai donné des meubles, du soutien, de l'affection. Quand ils ont traversé des moments difficiles, j'ai aidé en silence. Mon mari était d'accord avec tout,
tant que je ne touchais pas aux comptes principaux. « Laisse-moi gérer ça », disait-il toujours. Et je le laissais faire. Aujourd'hui, en y repensant, je vois que ce « laisse-moi gérer ça » était la première chaîne. Les années ont passé, et ce que j'appelais stabilité a lentement commencé à se transformer en dépendance. Mon mari a commencé à tout centraliser. Je n'avais plus d'accès direct au compte. Quand j'avais besoin de quelque chose d'important, je demandais. Et il ne disait jamais non, mais il n'expliquait jamais non plus. Cela me semblait juste de l'organisation. Après que ma belle-fille soit définitivement entrée dans nos vies, j'ai senti quelque chose changer dans l'air. Ils sont devenus plus proches. Il a commencé à s'intéresser de trop près à ses affaires, la défendant même quand elle avait tort. Lors des réunions de famille, je remarquais des regards étranges échangés, de petits sourires silencieux. Cela me dérangeait peut-être, mais je faisais semblant de ne pas voir. À 60 ans, on ne veut plus de conflits. On veut du repos. Pendant que je me reposais, il complotait. Les signes étaient tout là, et soit je ne les ai pas vus, soit je n'ai pas voulu les voir. Maintenant, assise dans cette pièce, cachée dans ma propre maison, je réalisais que l'homme avec qui je partageais ma vie n'était pas seulement un trompeur. Il était un complice actif. Il n'était pas manipulé. Il participait. Je me suis souvenu de quelque chose qu'il avait dit des mois plus tôt quand je lui avais parlé avec enthousiasme de mon voyage à l'étranger. « Tu as vraiment besoin de t'éloigner en ce moment. » À l'époque, j'avais pensé que c'était de l'inquiétude. Aujourd'hui, je comprenais. C'était de l'urgence. J'ai pris l'album photo dans le tiroir de la commode. J'ai tourné les pages avec des doigts tremblants. Mariage, naissance de notre fils, première maison, fête, Noël, anniversaire, tout semblait un mensonge. Maintenant, chaque sourire figé sur le papier cachait des secrets que je n'avais jamais soupçonnés. Mon mari souriait sur chaque photo, un sourire que je ne reconnaissais plus. La vérité a frappé avec une force finale. Il ne me trompait pas seulement avec ma belle-fille, il me trompait en tout, trahissant ma confiance, trahissant mon histoire, trahissant mon existence même. Je me suis levée avec difficulté. Mon corps me faisait mal comme si j'avais été battue de l'intérieur. Je suis allée à la fenêtre avec précaution, en écartant juste un mince filet du rideau. J'ai vu mon mari dans le jardin, parlant au téléphone, faisant les 100 pas. Il gesticulait nerveusement, probablement avec elle. « Calme-toi, c'est presque tout réglé. » ai-je entendu, étouffée par la vitre. Réglé. Il parlait déjà comme si j'étais un problème sur le point d'être éliminé. J'ai senti quelque chose se transformer en moi à cet instant. Ce n'était plus seulement de la peur, c'était une sorte de lucidité froide. Je ne pouvais plus traiter cette situation comme une trahison émotionnelle. C'était un crime en préparation, et j'en étais au centre. Je suis retournée dans la chambre, j'ai pris le téléphone de secours caché au fond d'un tiroir, un vieil appareil que presque personne ne savait que je gardais encore. Je l'ai allumé. La batterie avait encore une charge. Cela m'a procuré un étrange sentiment de soulagement. J'ai alors commencé à revoir mentalement chaque détail de ce que j'avais entendu, chaque phrase, chaque menace voilée, chaque plan mentionné si nonchalamment. Je l'ai vu avec une clarté horrifiante. Ils allaient effacer mon existence, petit à petit, d'abord socialement, puis financièrement. Et si nécessaire, j'ai dégluti avec difficulté, peut-être physiquement aussi. La valise faite dans le coin de la pièce a pris un nouveau sens. Cette valise n'était pas destinée à m'emmener loin. C'était la preuve que je pouvais disparaître de ma propre maison pendant des jours sans éveiller les soupçons, sans que personne ne s'en aperçoive. Je devais, au contraire, disparaître juste assez pour qu'ils croient que tout se passerait comme prévu, mais ne pas disparaître pour de vrai. À ce moment-là, j'ai compris quelque chose d'essentiel. Je devrais aussi faire semblant. Faire semblant que tout était normal. Faire semblant que je les croyais. Faire semblant que je partais en voyage. Faire semblant que j'étais encore prévisible. Ce serait ma survie. Je me suis à nouveau assise sur le lit et j'ai pleuré en silence. Pas un cri désespéré, mais un cri contenu, sec, douloureux, qui semblait couler directement de mon âme. J'ai pleuré pour l'amour que je pensais avoir vécu,
J'ai pleuré pour le fils qui était peut-être aussi trompé. J'ai pleuré pour moi-même, pour cette femme de 26 ans qui avait cru au sourire d'un homme qui n'existait pas. Quand les pleurs ont cessé, quelque chose en moi a cessé aussi. Mon innocence. Maintenant, je savais que j'étais seule dans cette maison, seule contre deux conspirateurs qui me considéraient déjà hors du jeu. Et à partir de ce moment, chacun de mes gestes devrait être calculé, chaque mot mesuré, chaque pas planifié, car j'étais entourée de mes propres fantômes et des traîtres que j'avais moi-même aidé à créer. Et pourtant, je respirais encore. Et tant que je respirerais, ils ne gagneraient pas si facilement. Le silence de cette maison a pris un nouveau poids, après que j'ai compris que j'étais déjà en train d'être enterrée vivante. Ce n'était plus seulement un foyer. C'était la scène d'une pièce de théâtre dans laquelle j'étais le personnage principal, destiné à disparaître dans l'acte final. Et je devais faire semblant de ne rien savoir. J'ai attendu que mon mari parte pour de bon. J'ai regardé par la fenêtre sa voiture s'éloigner. C'est seulement alors que j'ai bougé. Chaque pas que je faisais résonnait comme si quelqu'un pouvait m'entendre, même en mon absence. La peur marchait maintenant à mes côtés, mais la lucidité aussi. Je suis allée directement à son bureau, une pièce que j'avais toujours considérée comme son territoire exclusif. Je n'y avais jamais rien touché sans sa permission. Trop de respect, trop de confiance. C'était la première fois que je franchissais ce seuil avec la pleine conscience d'avoir été trompée pendant des décennies. Je me suis assise dans le fauteuil pivotant en cuir, ressentant un frisson étrange en occupant une place qui m'avait toujours été refusée. J'ai ouvert les tiroirs un par un. Les premiers contenaient des choses triviales, des factures payées, des manuels, rien de suspect. Dans le troisième tiroir, j'ai trouvé un dossier bleu. Mon nom était écrit sur la couverture. Mon cœur s'est emballé. Je l'ai ouvert avec des mains tremblantes. À l'intérieur se trouvaient des copies de ma carte d'identité, de mon numéro de sécurité sociale, des justificatifs de domicile, des relevés bancaires, des contrats d'assurance vie. Dans tous, un détail m'a coupé le souffle. Je n'étais plus la seule personne à avoir le pouvoir sur eux. Il y avait des procurations enregistrées autorisant mon mari à gérer largement mes biens. Des procurations que je ne me souvenais pas avoir signées. J'ai continué à fouiller. Des polices d'assurance de grande valeur, des dates récentes, des montants que je n'imaginais jamais être à mon nom. Les bénéficiaires, mon mari, et dans certains documents, ma belle-fille. Ma belle-fille. J'ai senti mes jambes faiblir. Je me suis appuyée sur le bureau. Ils ne planifiaient pas seulement mon absence. Ils organisaient déjà mon après. J'ai parcouru les papiers plus attentivement. J'ai vu des clauses étranges, des signatures numérisées, des termes techniques que je comprenais à peine mais qui criaient une vérité cruelle. Pendant que je rêvais de mon voyage à l'étranger, ils rêvaient déjà de se partager ma vie. Sur la dernière page du dossier, j'ai trouvé un simple tableau, imprimé sur du papier ordinaire. Dessus, des noms de biens, maisons, 2 terrains hérités de mes parents, des placements financiers, des comptes de retraite, des assurances. À côté de chaque élément se trouvaient des valeurs, et plus loin, 2 colonnes. Sa part, la sienne. Ils se partageaient déjà tout, avant même que je sois morte. Mon corps tout entier tremblait. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai continué. J'ai allumé l'ordinateur du bureau. J'ai toujours pensé que je ne connaîtrais pas le mot de passe, mais dans une cruelle ironie du sort, c'était notre date de mariage. Cela m'aurait presque fait rire si ça ne faisait pas si mal. À l'intérieur de l'ordinateur, j'ai trouvé des courriels échangés entre lui, ma belle-fille et un avocat. Des messages froids, objectifs, parlant de délais, de documents, de stratégies pour l'absence prolongée de la titulaire. Dans l'un d'eux, j'ai lu quelque chose qui m'a glacé encore plus. Après le voyage, ce sera le moment idéal pour avancer, compte tenu de l'état émotionnel de la famille. J'ai aussi vu des messages sur la prévente de la maison. Ils prévoyaient de dire que j'avais décidé de vivre à l'étranger. Ils avaient même des agents immobiliers en tête. Ce qui m'a le plus choqué, cependant, c'est de réaliser avec quel calme tout cela était fait, sans hâte, méthodiquement, comme une chirurgie lente conçue pour me retirer du centre de ma propre vie sans que je m'en aperçoive. L'héritage qu'ils se partageaient déjà de mon vivant n'était pas seulement matériel, il se répartissait aussi mon absence.
J'ai fermé les yeux un instant. Je me suis souvenu de toutes les fois où j'avais confié ma signature à mon mari sans poser de questions. Toutes les fois où je l'avais laissé tout gérer. Je lui avais tendu le couteau, et maintenant je découvrais qu'il était pointé vers moi. J'ai copié certains documents avec mon téléphone, photographié les polices, les tableaux, les courriels ouverts à l'écran. Chaque preuve était une petite encre dans une mer de trahison. Quelques minutes plus tard, j'ai de nouveau entendu le bruit du portail. Mon cœur a failli sortir de ma poitrine. J'ai éteint l'ordinateur en hâte, fermé le tiroir, remis le dossier à sa place d'origine et quitté le bureau presque en courant, essayant d'avoir l'air d'une femme qui va juste chercher de l'eau à la cuisine. Mon mari est entré avec des sacs de course à la main. « Tu es enfin prête ?» a-t-il demandé, comme si rien n'existait au-delà du quotidien. « Presque », ai-je répondu. Il a souri. « Je range ça et je reviens te chercher pour l'aéroport. » Le naturel de ce sourire m'a presque fait crier. Je me suis assise à table, feignant la fatigue. « Ce voyage va me faire du bien », ai-je murmuré. « Oui, il le fera », a-t-il répondu, en détournant le regard. Il mentait avec la même assurance avec laquelle il respirait. Dès qu'il est reparti, je me suis levée lentement et je suis allée dans la chambre. J'ai verrouillé la porte, je me suis assise sur le lit et j'ai de nouveau regardé ma valise faite. Maintenant, elle semblait être une arme silencieuse, une partie du théâtre qu'il croyait contrôler, mais je commençais à contrôler quelque chose moi aussi. J'ai commencé à fouiller chaque recoin de la pièce à la recherche de plus d'indices. Au fond du tiroir à chaussettes, j'ai trouvé une enveloppe au nom de ma belle-fille. À l'intérieur, des copies de mes documents et un contrat de vente préliminaire pour un véhicule de luxe à son nom. La date était fixée à quelques jours après mon prétendu voyage. Ils avaient des plans, de grands plans, et je n'en faisais partie que comme une absence. C'est alors que j'ai compris quelque chose de terrible. Pour eux, j'étais déjà morte. Il ne restait plus qu'à l'officialiser. Le voyage était mon adieu sans enterrement. Mon cœur s'est mis à battre trop fort dans ma poitrine. J'ai fait les 100 pas dans la pièce, essayant d'organiser mes pensées. J'avais besoin d'aide. Je ne pouvais pas affronter ça seule. Mais à qui pouvais-je faire confiance? Mon fils? Je ne savais pas jusqu'à quel point il était impliqué. Un avocat? La police? Si je dénonçais maintenant, il pourrait tout nier, détruire les preuves, s'enfuir. Non. Il me fallait des preuves plus concrètes. Il fallait qu'ils se sentent absolument en sécurité. C'est seulement alors qu'ils commettraient des erreurs assez grandes pour être détruits. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai pris une décision qui m'a donné des frissons. Je ferai semblant jusqu'au bout. Je les laisserai croire à mon voyage. Je les laisserai penser que tout était sous contrôle. Pendant ce temps, je rassemblerai chaque preuve, chaque trace, chaque document, et quand le moment serait venu, je reviendrai d'entre les morts. J'ai passé tout l'après-midi à feindre la normalité. J'ai peu mangé au déjeuner, j'ai fait du café, j'ai échangé des banalités. Quand mon mari m'a emmenée à l'aéroport ce soir-là, je n'ai pris qu'une petite valise, comme prévu. Dans la voiture, il semblait nerveux, parlait trop, évitait mon regard dans le rétroviseur. « Tu appelleras en arrivant ?» a-t-il demandé. « Bien sûr », ai-je répondu. Nous sommes arrivés au parking de l'aéroport. Il m'a aidé avec la valise, m'a serré fort dans ses bras. « Tout ira bien », a-t-il dit. J'ai souri à l'extérieur. À l'intérieur, je me disais « Vraiment ?» Je suis entrée dans le terminal, j'ai marché quelques mètres et je me suis assise sur un banc où il ne pouvait plus me voir. J'ai attendu d'être sûre qu'il était parti. Puis je me suis levée, j'ai fait demi-tour et je suis sortie par une autre porte latérale. J'ai hélé un taxi. « Où allons-nous, madame ?» a demandé le chauffeur. J'ai regardé droit devant moi, les yeux brûlants. Loin d'ici, mais pas trop loin. Le taxi s'est éloigné. Et cette nuit-là, officiellement, la femme qu'il croyait avoir voyagé a cessé d'exister pour le monde. Mais la femme qu'il n'imaginait pas exister venait de naître. Alors que le taxi traversait la ville cette nuit-là, j'avais l'impression de laisser derrière moi non seulement ma maison, mais aussi la femme que j'avais été pendant des décennies. Le chauffeur disait quelque chose sur la circulation, mais je l'entendais à peine. Mon esprit était bloqué sur l'image de mon mari me laissant dans le terminal de l'aéroport, croyant que je traverserais l'océan cette même nuit,
alors qu'en réalité, je ne faisais que franchir un mur invisible entre la naïveté et la survie. J'ai demandé au taxi de s'arrêter à 3 rues de ma propre maison. Je ne pouvais pas risquer d'être vue. J'ai marché dans l'ombre, me sentant comme une étrangère dans le quartier où j'avais vécu pendant tant d'années. Je suis entrée par un petit portail latéral que presque personne n'utilisait et que j'avais moi-même fait construire des années auparavant. Je l'ai verrouillé derrière moi. Le silence de la maison était absolu. J'étais maintenant un fantôme dans ma propre maison. J'ai passé les premiers jours cachés dans le débarras au fond de la maison, une petite pièce sans fenêtre où étaient gardés de vieux outils, de vieilles valises et des boîtes de souvenirs. Je n'ai apporté qu'un matelas fin, de l'eau, quelques biscuits, mon téléphone de secours et un chargeur portable. La nuit, quand tout le monde dormait, je sortais furtivement pour utiliser la salle de bain, préparer quelque chose de rapide à manger et recueillir de petits indices sur ce qu'il faisait. Et il parlait. Il parlait avec un naturel effrayant. La deuxième nuit, j'ai entendu mon mari au téléphone dans le salon. « Elle est bien arrivée? Elle a envoyé un message ?» a-t-il menti. « Elle est enchantée par l'hôtel. » Et ma belle-fille a répondu avec un rire étouffé. « Super. Alors on est libre pour l'instant. » « Libre ?» Le mot m'a déchiré. Le lendemain, je les ai entendus parler dans la cuisine alors que moi, caché derrière la porte légèrement entr'ouverte du débarras, j'écoutais chaque phrase comme si j'entendais le verdict de ma propre vie. « L'avocat a fixé le rendez-vous pour vendredi, » a dit mon mari. « Parfait, » a-t-elle répondu. « Accélérons tout avant qu'elle ne décide de revenir. Elle ne remarquera rien. Elle a toujours été lente avec ces choses-là. Elle n'aura même pas le temps de s'en rendre compte, » a-t-elle rétorqué. Mon estomac s'est noué, mais mon esprit notait tout. J'ai enregistré plusieurs de ces conversations avec le téléphone caché dans la poche de ma robe de chambre lorsque je passais silencieusement dans le couloir la nuit. Ils ont commencé à recevoir des visiteurs. Un agent immobilier, un directeur de banque, un homme en costume sombre que je ne connaissais pas. Ils s'asseyaient dans le salon, parlaient à voix basse, riaient, montraient des documents. Ma maison. Ma maison. Chacun de leurs rires était comme une gifle invisible. J'ai commencé à fouiller discrètement les poubelles chaque matin avant l'aube. J'ai trouvé des papiers déchiquetés de propositions de vente, des contrats préliminaires, des copies de mes documents. Tout était déjà en mouvement. Ils ne se contentaient plus de planifier. Ils exécutaient. C'est alors que j'ai compris avec une clarté brutale. Ils n'étaient pas seulement intéressés par mon argent, ils voulaient effacer toute trace de moi. Un matin, j'ai entendu quelque chose qui m'a presque fait perdre le contrôle. Ils étaient dans le salon, buvant du vin, et quand elle mourra là-bas, a demandé ma belle-fille, on a prévu ce qu'on va dire. Que c'était une crise cardiaque pendant le voyage, a répondu mon mari. J'ai déjà tout préparé, l'assurance, le transport du corps, tout ça. Elle a applaudi lentement. Parfait. Un veuf éploré à l'étranger avec un héritage prêt à être encaissé. Veuf éploré? J'ai dû me mordre la main pour ne pas crier. Mais je suis restée là, silencieuse, survivant, observant tout. Mais avant de continuer, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette histoire jusqu'à présent et ce que vous feriez à leur place. Ne partez pas, car ce qui va suivre va vous donner des frissons. Après ce point, tout est devenu encore plus dangereux. Ils ont commencé à dormir ensemble dans mon lit. Le lit où j'avais dormi pendant plus de 40 ans avec cet homme. Le lit où j'avais construit l'intimité, la confiance, la complicité, était maintenant utilisé comme la scène de la trahison la plus écœurante. J'entendais des rires étouffés, des conversations chuchotées, des plans se faire sous le même toit qui me cachait encore. Une nuit, mon mari a dit quelque chose qui m'a glacée. Il faut qu'on se débarrasse de ses affaires. J'ai déjà commencé, a répondu ma belle-fille. J'ai mis de côté des vêtements pour des dons. Les objets de valeur restent. Ils se partageaient déjà mes souvenirs comme s'il s'agissait d'un héritage physique. Une autre nuit, j'ai entendu mon mari ouvrir le placard du bureau. « Où sont ces vieux documents ? » « J'ai presque tout détruit, a-t-elle répondu. « Ce qui compte est déjà numérisé. Presque tout. » Cela signifiait que mes preuves étaient encore en partie vivantes. J'ai commencé à quitter le débarras plus souvent, toujours au cœur de la nuit. J'ai fouillé les placards, les tiroirs, les boîtes,
photographiant tout ce que je pouvais avec le téléphone de secours et cachant les fichiers dans un courriel auquel seul moi avais accès. Chaque contrat, chaque signature, chaque fausse procuration enregistrée sur leur ordinateur. Lors d'une de ces recherches, j'ai trouvé quelque chose qui m'a fait flancher les jambes. Une ébauche de certificat de décès vierge, déjà à mon nom. Le champ « cause du décès » était vide. Encore. Pour la première fois, j'ai senti que peut-être je n'étais pas seulement en train d'être volée. Peut-être qu'on me préparait officiellement à mourir. J'ai sauvegardé ces images avec des mains tremblantes. Cette même nuit, alors que je quittais silencieusement le salon, j'ai croisé une ombre dans le couloir, ma belle-fille. Nous nous sommes retrouvés face à face pendant une seconde interminable, séparés seulement par 3 mètres de distance et l'obscurité. Mon cœur a failli s'arrêter. Elle a regardé dans ma direction, mais mon corps était complètement recouvert d'un tissu sombre que je portais toujours. Je ressemblais juste à une autre silhouette. « Qui est là ?» a-t-elle demandé. J'ai retenu mon souffle. Mon mari a appelé depuis le salon. « Qu'est-ce qu'il y a ?»« Rien », a-t-elle répondu. « Ce doit être le vent. » Elle est repartie. J'ai failli m'évanouir de peur. À ce moment-là, j'ai compris que je ne pouvais pas rester dans cette maison beaucoup plus longtemps. Le risque grandissait. Il devenait de plus en plus confiant. Et quand des gens comme ça deviennent trop confiants, ils deviennent négligents, mais ils deviennent aussi plus mortels. C'est alors que j'ai pris la décision la plus difficile de ma vie. Je devais quitter la maison sans qu'ils le sachent, et j'avais besoin de quelqu'un de l'extérieur. Quelqu'un qu'ils ne soupçonneraient jamais d'être de mon côté. Le lendemain matin, quand ils sont partis ensemble pour s'occuper de la paperasse, je me suis échappée par la porte de derrière, ne transportant qu'un petit sac à dos. Je suis allée directement chez une vieille amie, Marguerite, la seule que mon mari n'avait jamais aimée. Quand j'ai frappé à sa porte, faible, hagarde, elle m'a à peine reconnue. « Mon Dieu, tu n'étais pas à l'étranger ?» Je l'ai regardée avec des yeux pleins de larmes. Je n'ai pas quitté ma vie. Je l'ai fui. Et puis, pour la première fois depuis que tout avait commencé, j'ai tout raconté à quelqu'un. Chaque détail, chaque plan, chaque mot que j'avais entendu entre les murs de ma propre maison. Et en parlant, j'ai réalisé quelque chose de terrible et de libérateur en même temps. La guerre n'était plus silencieuse. Maintenant, elle avait un témoin. La maison de mon amie Marguerite sentait le vieux café et le savon à la noix de coco. Une odeur simple, honnête, une odeur qui ne cachait rien. Je me suis assise sur une chaise de cuisine pendant qu'elle me regardait comme si elle fixait un fantôme revenu de son propre enterrement. Mes mains tremblaient tellement qu'elle a dû tenir ma tasse pour que je ne la laisse pas tomber. « Tu dois te reposer », a-t-elle dit. « On dirait que tu as traversé l'enfer. » Je l'avais traversé, mais ce n'était pas le premier. Alors que je luttais pour respirer, essayant d'organiser les événements les plus récents, quelque chose d'encore plus ancien a commencé à s'abattre sur moi avec le poids d'une avalanche. Le souvenir de tout ce que j'avais fait pour cette femme qui planifiait maintenant ma mort sociale. Et peut-être plus que ça. Ma belle-fille, Sophie, était entrée dans ma vie comme une fille blessée par le monde. Elle avait un peu plus de 20 ans quand elle a rencontré mon fils. Elle venait d'un foyer brisé, un père alcoolique, une mère absente, des frères et sœurs dispersés. Quand il l'a amenée déjeuner pour la première fois, j'ai vu dans ses yeux un appel silencieux à l'acceptation. Et je l'ai acceptée, corps et âme. Je l'ai aidée avec des vêtements quand elle est arrivée avec une seule valise. Je l'ai aidée avec de la nourriture, avec un rendez-vous chez le médecin, avec l'inscription à une formation technique. Quand elle a dit qu'elle voulait changer de vie, je l'ai défendue. Je l'ai défendue quand elle se disputait avec mon fils, je l'ai défendue quand elle faisait des erreurs, je l'ai défendue quand elle mentait. Car pour moi, elle était plus qu'une belle-fille. Elle était une fille que la vie ne m'avait pas donnée. Je me souviens d'un jour particulier, il y a des années, où une voisine est venue me dire qu'elle avait entendu des rumeurs à son sujet, qu'elle avait fréquenté des hommes mariés avant de rencontrer mon fils. J'ai failli me battre avec la femme à l'entrée de l'immeuble. Je suis rentrée chez moi, indignée, et j'ai tout raconté à Sophie, en disant que les gens étaient cruels et envieux. Elle a pleuré dans mes bras ce jour-là. Aujourd'hui, je comprends ce que ces larmes signifiaient vraiment. Quand elle est tombée enceinte de mon petit-fils, c'est moi qui ai payé une grande partie du matériel pour bébé.
C'est moi qui l'ai accompagnée chez le médecin quand mon fils travaillait. C'est moi qui ai passé la première nuit à l'hôpital pendant qu'elle gémissait de douleur et de peur en me serrant fort la main. Et à ce moment-là, j'ai vraiment cru que j'avais gagné une autre fille. Maintenant, cachée de ma propre maison, je réalisais que je n'avais pas élevé une fille, mais une stratège. Mon ami m'a écouté en silence pendant que je lui racontais tout. Les messages, l'armoire, le faux voyage, ce que j'avais entendu entre les murs. Quand j'ai fini, elle a mis ses mains sur son visage. « C'est pire qu'une trahison », a dit Marguerite. « C'est une destruction planifiée. Et j'ai fait entrer cette femme dans ma maison. » ai-je répondu, la voix brisée. Je l'ai défendue contre tout le monde et contre tout. Les gens comme ça se nourrissent exactement de ça, a-t-elle dit, de la confiance des autres. J'ai passé cet après-midi chez elle, cachée du monde, pour la première fois depuis des jours. J'ai dormi quelques heures d'affilée. C'était un sommeil lourd, tourmenté, rempli de rêves confus. J'ai rêvé de Sophie enfant, assise à ma table. Puis je l'ai vue adulte, déchiquetant mes documents. Je me suis réveillée en sueur froide. Quand je me suis réveillée, j'ai trouvé des messages sur mon téléphone de secours. Mon ami avait utilisé une vieille tablette pour accéder aux réseaux sociaux de la famille. Mon sang s'est glacé. Mon mari avait posté une vieille photo de l'aéroport avec une légende triomphante. Un départ difficile, mais c'est pour son bien. Tu me manques. Ma belle-fille avait commenté avec un emoji en forme de cœur. Il mettait en scène mon existence pour le monde. C'était officiel. Socialement, j'étais déjà partie. C'est alors que mon ami a dit quelque chose qui allait tout changer. « Tu dois voir un avocat aujourd'hui. »« Et la police ?» ai-je demandé. « Non, pas encore. D'abord, nous devons te protéger légalement. S'ils ont des procurations, nous devons les bloquer avant qu'ils ne puissent faire plus de dégâts. » Le plan a commencé à se former là. J'ai quitté sa maison cette nuit-là, portant des vêtements empruntés, les cheveux attachés sous un foulard, des lunettes de soleil même dans le noir. Je ne me reconnaissais plus dans le miroir. C'était peut-être une bonne chose. Je devais cesser d'être qui j'étais pour survivre à celle qu'il prévoyait de détruire. Sur le chemin du cabinet de l'avocat qu'elle m'avait recommandé, j'ai vu mon reflet dans la vitrine d'un magasin fermé. Une femme de 64 ans, voûtée, se cachant, fuyant son propre nom de famille. Et tout ça à cause de quelqu'un que j'avais appelé ma fille. L'avocat était un homme sérieux, calme, au discours précis. Je lui ai montré les photos des documents, les messages, les enregistrements partiels. Au fur et à mesure que je parlais, son visage s'est assombri. « Ils ont déjà franchi la ligne de la tentative d'escroquerie », a-t-il dit. Nous parlons de complot pour escroquerie ou bien en phase avancée, et il y a des signes de préparation à une usurpation d'identité. Et moi ? ai-je demandé. Suis-je en sécurité ? Il a hésité une seconde. Légalement, oui. Physiquement, nous ne savons pas encore jusqu'où ils sont prêts à aller. J'ai signé une nouvelle procuration sur le champ, maintenant en faveur de l'avocat, révoquant toutes les précédentes. Il a immédiatement déposé une demande pour bloquer toute transaction suspecte. L'étau commençait à se resserrer. Quand je suis rentrée chez mon ami, il faisait déjà jour. Mon téléphone de secours a vibré avec une nouvelle notification qui m'a coupé le souffle. Un message de ma belle-fille, envoyé à tout le groupe de discussion familiale. Elle a décidé de prolonger son voyage. Elle est amoureuse de la vie à l'étranger. Elle va bientôt déménager pour de bon. Il préparait déjà mon exil permanent. J'ai senti quelque chose monter en moi qui n'était pas seulement de la douleur. C'était de l'indignation, une fureur contenue, une force que je ne me connaissais pas. « Elle pense qu'elle a gagné ?» ai-je murmuré. Mon amie m'a serré la main. « Elle n'a pas gagné. Elle pense juste que tu ne peux plus revenir. » J'ai fixé le vide pendant quelques secondes, puis j'ai répondu avec quelque chose qui m'a surprise moi-même. Mais je ne reviendrai pas comme ils s'y attendent. Cette nuit-là, j'ai revécu chaque moment où j'avais défendu cette femme, chaque euro prêté, chaque assiette servie à table, chaque larme essuyée. Et quelque chose est devenu clair. Ma gentillesse avait été le terreau parfait où son ambition avait pris racine. J'avais été son bouclier. Maintenant, je devais être une épée.
J'ai pris le téléphone et, pour la première fois depuis ma fuite, j'ai envoyé un message au numéro de ma belle-fille. Juste 2 mots. Tu me manques. Elle a répondu presque immédiatement, avec un emoji souriant et un cœur. Mon estomac s'est retourné, mais j'ai souri aussi, car à partir de ce moment, je n'étais plus seulement la femme trompée. J'étais la femme qui jouait maintenant dans le noir, pendant qu'il jouait, convaincue que j'étais déjà hors de la partie. Je me suis réveillée avant l'aube sur le canapé de mon ami, une angoisse me serrant la poitrine. Le monde était encore silencieux, mais à l'intérieur de moi, tout criait. J'ai pris délicatement le téléphone de secours, comme s'il pouvait exploser dans mes mains. Il y avait des dizaines de nouveaux messages dans le groupe de discussion familiale de tantes, de cousins, de connaissances. Tous parlèrent de moi comme si j'étais trop loin pour répondre. Que Dieu l'accompagne dans ce nouveau chapitre. Qu'elle soit très heureuse à l'étranger. Elle nous manquera lors de nos réunions. Il me disait au revoir comme à quelqu'un qui était déjà parti pour toujours. Et puis je l'ai vu. Mon mari avait posté une vieille photo de moi sur les réseaux sociaux, une photo de Noël d'il y a 3 ans où je souriais à côté du sapin. En légende, il avait écrit « Quand quelqu'un commence à vous manquer, avant même qu'il ait dit au revoir ». Mon estomac s'est noué. Ma belle-fille a commenté juste en dessous « Profite de ta nouvelle vie, elle le mérite ». Il créait une version de mon histoire dans laquelle j'avais simplement choisi de disparaître. Un choix propre, sans victime, sans suspicion. Pour tous les autres, j'avais voyagé de mon plein gré. Pour eux, j'étais sortie de scène, enterrée vivante, socialement. Mon amie s'est assise à côté de moi et a lu les messages en silence. Quand elle a fini, elle a pris une profonde inspiration. « Ils sont en train de t'effacer sans se salir les mains. »« C'est pire, » ai-je répondu. « Ils font croire au monde entier que j'y ai consenti. » Ce même matin, j'ai reçu un appel de mon fils. Son nom est apparu à l'écran et mes mains se sont mises à trembler. C'était l'appel que je redoutais le plus. « Maman ?» Sa voix est parvenue, distante, confuse. « Tu es vraiment à l'étranger. » Il m'a fallu 2 secondes éternelles pour répondre. « Je voyage, mon fils, » ai-je menti. Un mensonge qui m'a coupé comme un couteau. « Papa a dit que tu pensais rester pour de bon. » C'est vrai? Je ne sais pas encore. Tout est très nouveau. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. « C'est étrange. Tu ne m'avais rien dit avant. » « C'était une décision de dernière minute ?» ai-je répondu, la gorge en feu. Je voulais un peu de temps pour réfléchir seule. Il a soupiré. « Tu nous manques ici. Les enfants ont demandé de tes nouvelles hier. » J'ai fermé les yeux, sentant la douleur monter comme un feu. « Dis-leur que je leur enverrai des cadeaux. » ai-je murmuré. Si j'avais dit la vérité à ce moment-là, tout se serait effondré avant l'heure. Après avoir raccroché, mes jambes ont flanché. Je me suis assise sur le sol de la cuisine, incapable de retenir mes larmes. J'étais en train d'être enterrée devant mon propre fils, avec des fleurs numériques, des adieux polis et un mensonge parfaitement élaboré. Cet après-midi-là, mon ami a apporté de nouvelles informations. Un voisin commun l'avait appelé par erreur, pensant que j'étais la destinataire. « Ton mari a annoncé qu'il vendait la maison », a dit mon ami. « Il a dit que tu voulais commencer une nouvelle vie à l'étranger. Le sol a semblé disparaître sous mes pieds. Vendre ma maison alors que je suis encore en vie. Oui, et les visites sont déjà programmées. » Maintenant, c'était clair. Ils ne m'enterraient pas seulement symboliquement. Ils commencèrent le pillage final. J'ai pris le téléphone de secours et je me suis discrètement connectée à mon application bancaire en utilisant les identifiants qui fonctionnaient encore. J'ai vu des transactions que je ne reconnaissais pas, de petits virements, comme des tests. La machine était déjà en marche. Il vide tout, petit à petit, ai-je chuchoté. « Nous devons agir vite, » a dit mon ami. « Il gagne du terrain social et financier. » « Pas encore, » ai-je répondu avec un calme qui m'a surprise. « Ils ont encore besoin que je sois officiellement morte. Et ça, ce n'est pas arrivé. » Elle m'a regardée en silence. Cette nuit-là, j'ai reçu un message de mon mari sur mon téléphone principal, celui que j'étais censée avoir emporté avec moi en voyage. « Tu me manques. Appelle-moi quand tu peux. » L'audace m'a presque fait rire. J'ai répondu simplement « Quand je pourrai ». C'était suffisant pour maintenir la mascarade. Peu de temps après, j'ai vu une nouvelle photo dans le groupe de discussion familiale.
Mon mari et ma belle-fille assis dans mon salon, buvant du vin, souriant. En arrière-plan, je reconnaissais mes tableaux, mes rideaux, mon canapé. La légende disait « Dîner en famille ». La maison semble vide sans elle. Vide. Ma maison était pleine d'absence, mais aussi pleine de preuves. C'est au milieu de cette nuit que tout est devenu encore plus clair. Mon ami, grâce à une connaissance au service des enregistrements, a réussi à accéder à une demande récemment déposée. Mon mari avait entamé une mise à jour de l'enregistrement de mes biens, prétextant ma résidence permanente à l'étranger. Ils officialisaient mon effacement. J'ai passé des heures à fixer cette information, assise à la table de la cuisine avec une tasse de café froid dans les mains. À 64 ans, je découvrais qu'il ne suffisait pas de survivre aux trahisons. Il fallait survivre aux versions de soi-même créées par les autres. Le lendemain matin, j'ai reçu un autre appel, cette fois d'une cousine éloignée. « J'ai entendu dire que tu avais déménagé pour de bon. » « C'est vrai? » « Je n'ai pas déménagé pour de bon, » ai-je répondu, la voix ferme. « Je suis juste absente pour l'instant. » Elle a ri, soulagée. C'est une bonne nouvelle. La façon dont ton mari en parlait, ça semblait si définitif. Le mot définitif a résonné en moi comme un avertissement. Ce même après-midi, l'avocat m'a appelé. « Votre mari a entamé la vente de la maison », a-t-il dit directement. « Mais nous avons réussi à obtenir un blocage temporaire basé sur la révocation de la procuration. Il ne le sait pas encore. » Mon cœur s'est accéléré. Il le saura bientôt. Et quand il le saura, il paniquera. J'ai fermé les yeux. « C'est ce dont j'ai besoin », ai-je murmuré. Leur erreur. J'ai raccroché le téléphone avec la certitude que le jeu commençait à tourner, mais en même temps, une nouvelle peur m'a parcouru. Plus il serait acculé, plus il serait dangereux. Cette nuit-là, j'ai rêvé que je marchais à travers mon propre enterrement. Les gens chuchotaient, pleuraient, mais personne ne me voyait. Je touchais leurs épaules, je criais, et ils passaient tous à travers moi comme si j'étais de la fumée. Je me suis réveillée en sueur, le cœur battant. Je ne voulais pas être un fantôme. Je voulais revenir comme une preuve vivante. 2 jours plus tard, mon ami est entré dans la maison, à bout de souffle, le téléphone à la main. « Ta belle-fille a donné une interview, a-t-elle dit, à une connaissance de l'Église. Elle a dit que tu es très heureuse là-bas et que tu ne reviendras peut-être jamais. » J'ai serré les poings. Il prépare le monde à mon absence permanente. « Tu dois réapparaître avant qu'il ne cimente ce mensonge, » a dit mon ami sérieusement. « Pas encore, » ai-je répondu. Ce n'est pas encore le moment. Cette nuit-là, je suis allée à la fenêtre et j'ai regardé la rue tranquille. Les gens passaient, leur vie continuait, ignorant que la mienne était en train d'être effacée en temps réel. J'ai pris une profonde inspiration. Ce jour-là, ils m'ont enterré sans cercueil, sans funérailles, sans aucune terre. Ils m'ont enterré dans des publications, des messages, des versions et des documents. Mais j'étais vivante. Et parfois, les morts reviennent. Et quand ils le font, ils changent tout. Après le jour où ils m'ont enterrée vivante, quelque chose en moi a cessé d'exister. Je n'étais plus seulement une femme cachée. J'étais devenue un fantôme, invisible pour le monde, mais consciente de chaque mouvement de ceux qui croyaient que j'étais déjà partie pour toujours. J'ai commencé à vivre dans un état étrange entre exister et ne pas exister. Je ne pouvais appeler presque personne, ne pouvais pas sortir pendant la journée, ne pouvais pas laisser de traces. Mon nom était utilisé là-dehors dans des versions qui n'étaient pas les miennes. Pendant ce temps, je respirais en silence dans la maison de mon ami, comme si mon souffle même était un crime. Les premiers jours, j'avais encore honte de moi, honte de me cacher, honte de dépendre de quelqu'un, honte d'avoir été trompée si longtemps. Mais la honte a vite été engloutie par l'instinct le plus ancien de tous. La survie. Ma routine est devenue simple et tendue. Je me réveillais tôt, avant même que mon ami ne se lève. Je faisais la vaisselle de la veille pour éviter d'être vue. Je faisais le lit où je dormais sur le canapé. Je passais des heures en silence, n'écoutant que le tic-tac de l'horloge de la cuisine. L'après-midi, j'aidais à de petites tâches ménagères. La nuit, je me repliais sur moi-même.
J'étais devenue une experte pour exister sans être remarquée. De temps en temps, je sortais cagoulée, en vêtements amples et lunettes de soleil, juste pour respirer l'air de la rue. Je regardais les vitrines, voyais les gens marcher d'un pas pressé, des couples se disputer, des enfants courir. La vie continuait normalement pour tout le monde. Seule la mienne était en suspens. Mon mari continuait de publier des photos, de vieilles photos avec moi, des photos de lui avec mon fils, des photos avec ma belle-fille souriante, toujours avec des légendes qui laissaient entendre la nostalgie, le sacrifice, l'amour. La performance était parfaite. Personne ne se doutait de rien. À chaque nouvelle publication, j'avais l'impression que des morceaux de mon identité m'étaient volés. Ils parlaient pour moi, décidaient pour moi, racontaient mon histoire comme si je ne pouvais plus intervenir. Mais j'intervenais, depuis ma cachette. Je suivais chaque étape. Grâce à une connaissance de mon ami à la banque, je recevais des informations discrètes sur des transactions étranges, de petits montants de tests, des virements refusés par le blocage que l'avocat avait réussi à mettre en place. Je savais que bientôt, il se rendrait compte que quelque chose ne fonctionnait pas comme prévu. Et ce moment est arrivé un matin pluvieux. Mon ami est entré dans la cuisine avec son téléphone à la main, pâle. Il a essayé de déplacer une grosse somme de ton compte de retraite, a-t-elle dit. La banque a refusé. Mon cœur s'est emballé. Il sait que quelque chose ne va pas maintenant. Cette même nuit, j'ai reçu plusieurs messages de mon mari. J'ai besoin de te parler. C'est urgent. S'il te plaît, appelle-moi. Je les ai tous ignorés. Un peu plus tard, un message de ma belle-fille. Quelque chose s'est mal passé avec tes comptes. As-tu oublié un mot de passe? J'ai souri pour moi-même dans le silence de la pièce. Il commençait à réaliser que la femme morte avait encore un pouls. Les jours suivants, l'atmosphère chez eux a changé. D'après les rapports indirects que je recevais, ils se disputaient fréquemment. L'agent immobilier ne venait plus. Leur avocat a commencé à répondre à leurs appels avec plus de prudence. Les taux se resserraient lentement. Pendant ce temps, je devenais plus forte. J'ai commencé à mieux manger, à dormir plus régulièrement. J'ai commencé à marcher quelques minutes chaque matin dans le jardin de mon ami, sentant le soleil réchauffer mes os. Mon corps commençait à passer d'un état de pure survie à quelque chose de plus proche de la résistance. L'avocat m'a appelé pour une réunion discrète à 1h où presque personne n'était dans l'immeuble. Je suis entrée par l'arrière, le visage partiellement couvert. Dans cette pièce froide, il a dressé une carte complète de la situation. « Votre mari a déjà tenté 3 grosses transactions, a-t-il dit. Toutes ont été bloquées. Il met la pression sur la banque, affirmant que vous ne répondez pas. Et que dit-il de moi? Ai-je demandé. Que vous êtes malade, que vous êtes faible, qu'il gère les choses pour vous. J'ai fermé les yeux. Toujours le même rôle. L'homme qui s'occupe de la femme fragile. Combien de temps puis-je rester officiellement absente? Ai-je demandé. Il a pris une profonde inspiration. Légalement, pas beaucoup plus longtemps sans éveiller les soupçons des organismes officiels. Ils voudront une confirmation de vie, un contact direct. Cela a déclenché une alarme en moi. Donc je dois réapparaître, mais pas encore complètement. Exactement, a-t-il répondu. Un signe de vie contrôlé. Assez pour les maintenir nerveux. Pas assez pour clore l'enquête. La stratégie a commencé à prendre une nouvelle forme. Je ne devais pas revenir comme la femme trompée qui avait été enterrée par les autres. Je devais revenir comme une menace vivante. Cette même semaine, j'ai envoyé un court message à mon mari en utilisant mon téléphone principal. Mon voyage va durer plus longtemps que je ne le pensais. Ne touche à rien. Il a répondu en quelques secondes. Pourquoi? Que se passe-t-il? Je n'ai pas répondu. J'ai envoyé un autre message juste à ma belle-fille. J'ai beaucoup pensé à vous tous. Elle l'a lu et n'a pas répondu pendant des heures. Pour la première fois, le silence venait de son côté. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Je suis restée allongée à fixer le plafond sombre, pensant à tout ce que j'avais perdu et à tout ce qui pouvait encore arriver. Je n'étais plus sûre que le plus grand danger était financier. Maintenant, je craignais que, réalisant qu'ils étaient là bloqués, ils puissent tenter quelque chose de plus direct. Mon ami ressentait cette peur aussi. Il pourrait devenir agressif, a-t-elle dit.
Les gens comme ça n'acceptent pas de perdre ce qu'ils pensent leur appartenir déjà. Je sais, ai-je répondu. Mais maintenant, je n'ai plus nulle part où me replier. Les jours suivants, des messages indirects ont commencé à arriver par le biais de parents. Des questions déguisées, des inquiétudes suspectes, trop de curiosité. Tous envoyés sur leurs ordres. Je le savais. Ils essayaient de savoir où j'étais, comment j'allais, si j'étais même vraiment encore en vie. J'étais toujours un fantôme, mais maintenant un fantôme qui leur soufflait dans le cou. C'est alors que j'ai reçu l'appel le plus dangereux de tous, de mon mari lui-même. J'ai laissé sonner plusieurs fois. Je n'ai répondu que lorsque j'ai senti que je devais écouter. « Où es-tu » a-t-il demandé brusquement, la voix tendue. « Loin » ai-je répondu. « Tu dois revenir. Les choses se compliquent ici. » J'ai souri, même en sachant qu'il ne pouvait pas le voir. « Vraiment » ai-je demandé. Il est resté silencieux quelques secondes. « Elles le sont. » « Alors peut-être que tu devrais attendre » ai-je répondu. Tout comme j'ai attendu pendant tant d'années. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit d'autre. Ma main tremblait. À ce moment-là, j'ai compris avec clarté. Le jeu avait tourné. Maintenant, il savait que je n'étais pas hors de la partie. Il ne savait juste pas où j'étais, ni quand je reviendrais à découvert. J'ai regardé mon ami, qui m'observait en silence. « Ils ont peur » ai-je murmuré. « Bien » a-t-elle répondu. « Ça veut dire qu'ils ne t'ont pas encore achevé. » Cette nuit-là, je me suis assise sur le porche et j'ai regardé la lune traverser lentement le ciel nuageux. Pour la première fois depuis le début de tout ça, j'ai ressenti quelque chose au-delà de la terreur et de la douleur. J'ai ressenti une étrange sorte de pouvoir. J'étais la femme qu'ils avaient enterrée avant la mort. J'étais la femme qu'ils croyaient avoir effacée, mais maintenant j'étais aussi la femme qui les observait depuis l'obscurité. Et les morts, quand ils reviennent différents. J'ai choisi le matin où l'agent immobilier devait revenir chez moi pour faire visiter la propriété à des acheteurs potentiels. Je le savais grâce à un message que ma belle-fille elle-même avait envoyé à un voisin, fier de la rapidité avec laquelle tout avançait. Rien ne pouvait être plus symbolique. Il vendait ma maison alors que je respirais encore. C'est ce jour-là que j'ai décidé de réapparaître. Je me suis habillée simplement, mais avec dignité. J'ai attaché mes cheveux en arrière, mis une touche de rouge à lèvres, et j'ai posé sur moi un regard d'une fermeté que je me reconnaissais à peine. L'avocat m'attendait à 2 rues de là, accompagné d'un huissier de justice et de 2 policiers en civil. Je ne mettrais pas les pieds dans cette maison seule. Alors que la voiture tournait au coin de la rue, j'ai vu que le portail était ouvert. La voiture de l'agent était garée devant. Il y avait des voix dans le salon, des rires, l'atmosphère d'une négociation bien engagée. J'ai pris une profonde inspiration. Mon cœur battait comme un tambour de guerre. Je suis sortie de la voiture. J'ai franchi le portail de la maison où j'avais vécu plus de 40 ans, comme si j'entrais sur une scène de théâtre envahie par des étrangers. Le salon était plein. Mon mari parlait avec animation à un couple intéressé. Ma belle-fille servait le café, souriant comme l'hôtesse parfaite. Quand j'ai fait 2 pas à l'intérieur, le temps a semblé s'arrêter. « Bonjour », ai-je dit, la voix forte. Les tasses de café se sont figées en l'air. L'agent a pâli. Le couple s'est levé, surpris. Mon mari a laissé tomber le contrat par terre. Ma belle-fille a porté une main à sa bouche comme si elle avait vu un fantôme. « Mais tu, » a-t-il balbutié. « Je suis vivante », ai-je complété. Contrairement à ce que vous aviez prévu, l'avocat est entré juste derrière moi, suivi par l'huissier. La propriété n'est pas à vendre, a déclaré l'avocat. Toute tentative de négociation est juridiquement nulle. Ma belle-fille s'est mise à pleurer, mais c'était des larmes vides, théâtrales. C'est un malentendu, n'est-ce pas? Ai-je répondu, en la regardant droit dans les yeux. J'ai tout entendu, j'ai tout vu, et j'ai tout enregistré. Mon mari a tenté de s'approcher de moi. Tu ne comprends pas. Je comprends parfaitement, l'ai-je interrompu. Je comprends que vous m'avez enterrée vivante, mais vous avez mal fait votre travail. Un policier s'est avancé, nous avons un mandat pour saisir des documents et des ordinateurs. La maison qu'il considérait déjà comme la leur s'est remplie de voix officielles, de dossiers, d'ordonnances judiciaires. Ma belle-fille s'est mise à crier.
Mon mari s'est assis sur le canapé, vaincu, le visage entre les mains. J'ai regardé autour de la pièce. J'ai touché le bord de la table. J'ai respiré l'air de la maison qui était la mienne. Vous auriez dû attendre que je meure vraiment, ai-je dit, la voix ferme. Parce que tant que je respirais, ceci était encore à moi. Ma belle-fille s'est effondrée en sanglots. Mon mari ne me regardait même plus. Je suis sortie de cette maison non pas comme une fugitive, mais comme la propriétaire. Mais je savais que ce n'était pas la punition finale. Ce n'était que le début de leur chute. Ce qui est arrivé après mon retour a été un tourbillon qui a balayé tous les mensonges qu'ils avaient construits. En quelques jours, l'enquête a progressé plus que je ne l'avais imaginé. Les preuves que j'avais recueillies, combinées aux documents trouvés chez moi, ont clairement dessiné le schéma qu'ils avaient mis en place pour m'effacer, alors que je respirais encore. Mon mari a commencé à être traité comme un suspect d'escroquerie, de détournement de fonds et d'usurpation d'identité. Ma belle-fille, comme une complice. Les comptes ont été gelés, les procurations annulées. Leur avocat, qui avait semblé si confiant autrefois, ne répondait plus à leurs appels. J'ai regardé tout cela se dérouler avec un étrange mélange de douleur et de soulagement. Douleur, de voir ce que j'appelais autrefois une famille s'effondrer. Soulagement, de savoir que, enfin, je n'étais plus piégée dans cette toile. La confrontation finale a eu lieu un matin tranquille. J'ai été convoquée pour faire une déposition. En entrant dans la pièce du commissariat, je les ai vus tous les deux assis de part et d'autre. Mon mari semblait plus petit, plus vieux, vaincu. Ma belle-fille maintenait son regard froid, mais il y avait quelque chose de brisé là aussi. « Pourquoi avez-vous fait ça ?» ai-je demandé une dernière fois. Pas comme une accusatrice, mais comme une femme blessée. Il a pleuré. Elle non. Parce que vous pensiez tous les deux que j'étais déjà morte, ai-je terminé pour eux. Et les morts ne se battent pas. Le processus a été rapide. Les preuves étaient trop solides. Ils ont essayé de prétendre que tout était un malentendu, mais tout était documenté. Les messages, les tentatives de vente, les transactions bancaires, le plan pour faire de moi une absence permanente. Quand la décision finale est tombée, je ne ressentais plus de haine. Je ressentais juste une profonde fatigue et une étrange paix. Ils ont perdu le droit de gérer quoi que ce soit lié à moi. Ils ont perdu l'accès à mes biens. Ils ont perdu la version héroïque qu'ils avaient créée d'eux-mêmes. Et surtout, ils ont perdu le contrôle qu'ils pensaient avoir sur ma vie. J'ai quitté le commissariat seul, marchant lentement sous le faible soleil du matin. J'ai pris une profonde inspiration. L'air semblait différent, plus léger. Non pas parce que tout était résolu, mais parce que j'avais cessé d'être une victime silencieuse. Je suis retournée chez moi, la même maison qu'ils avaient tenté de vendre en mon absence. J'ai passé la main le long des murs, du canapé, de la table. Tout était à sa place, sauf moi. La femme que j'étais avant n'existait plus. J'avais été trahie en tant qu'épouse, effacée en tant que personne, utilisée comme un obstacle, mais j'ai survécu. Ils pensaient que je mourrais pendant mon voyage. Ce qui est mort, c'est leur mensonge. Aujourd'hui, à 64 ans, je recommence. Pas à partir de zéro, mais de l'endroit le plus difficile, de l'intérieur de moi-même. Je n'ai plus besoin de fuir. Je n'ai plus besoin de me cacher. Je n'ai plus besoin de faire semblant. Je ne suis pas morte. Je me suis vengée en vivant. Maintenant, je veux vous entendre. Qu'avez-vous pensé de cette histoire jusqu'à la fin? Que feriez-vous à ma place? Écrivez-le ici dans les commentaires et dites-moi aussi de quelle ville vous me regardez. Je les lis tous avec une grande attention. Laissez un « j'aime » pour me montrer que vous suivez et soutenez ce genre d'histoire. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à écouter des récits puissants, réels et transformateurs. Parfois, une histoire comme celle-ci n'est pas seulement un conte, c'est un avertissement.